la 50e émission avec 5 sujets ce soir. Mais quels sont les sujets? C'est parti. Superman a détruit la carrière de Brandon Routh. La revanche des Sith va ressortir au cinéma. Kathleen Kennedy quitte Lucasfilm. Différents projets abordés pour la Star Wars Celebration. Un film Dark Vador par Roscoe Perkins est-il possible? Bien, et avant de commencer, donc je voudrais tous vous remercier car je vois énormément de soutien, aussi bien pour la famille que vous, que ce soit sur Twitch. Et je vais vérifier à l'instant, voir si ça fonctionne. Car prochainement, je vous annonce que nous aurons donc, si tout se passe bien, concernant le live, donc cette émission, elle sera en simultané également sur YouTube. Je vais juste vérifier quelque chose, juste avant de commencer. Et après on entame tout de suite. Alors. Parfait. Alors. Parmi tous les acteurs ayant endossé le costume de Superman en live action, de Kirk Alline et George Reeves à Henry Cavill, sans oublier Christopher Reeve sur grand écran et même un bref passage de Nicolas Cage, ou encore Dan Kane, Tom Welling et Tyler Hoechlin, à la télévision, Brandon Routh est sans doute le plus souvent mis de côté. En 2006, il incarnait pourtant l'homme d'acier dans Superman Returns de Bryan Singer, un rôle qui semblait alors marquer le début d'une grande carrière pour lui. Malheureusement, le film n'a pas rencontré le succès escompté. Doté d'un budget colossal de 270 millions de dollars, il était censé relancer la franchise Superman et faire de Brandon Routh une star incontournable du cinéma. À seulement 25 ans, l'acteur faisait alors ses premiers pas sur grand écran après avoir décroché quelques rôles dans des séries comme Gilmore Girl, Cold Case ou encore Will and Grace. Pour l'anecdote, il avait déjà tenté d'incarner l'homme d'acier quelques années plus tôt en auditionnant pour la série Smallville, mais c'est finalement Tom Welling qui avait été choisi. Lors de sa sortie, Superman Returns a connu un succès modéré au box-office avec 391 millions de dollars de recettes mondiales et a reçu un accueil critique plutôt correct. La prestation de Brandon Routh a également été saluée. Cependant, le film n'a pas atteint les attentes du studio qui a finalement renoncé à produire une suite. Ainsi, le Superman incarné par Brandon Routh n'a eu droit qu'à une seule apparition. Ou presque, puisqu'il a fait son retour. Il avait fait son retour dans l'épisode Crisis on Infinite Earth du DCverse télévisé. Être choisi pour incarner un personnage aussi emblématique aurait pu propulser la carrière de Brandon Routh, mais cela a finalement eu l'effet inverse. Sans être un désastre total, DC a connu pire. Superman Returns a été perçu comme un échec, reléguant son interprète dans l'ombre. Dans les années qui ont suivi, il n'est pas parvenu à décrocher des rôles majeurs, se contentant de second rôle dans Zack et Miri font un porno de Kevin Smith ou Scott Pilgrim d'Edgar Wright. Il s'est ensuite tourné vers la télévision, apparaissant notamment dans Chuck et Partners avant de retourner dans l'univers DC Comics en incarnant Ray Palmer alias The Atom dans Arrow, The Flash et Legend of Tomorrow, sans oublier la 3e saison de The Rookie dans laquelle il incarne un flic plutôt détestable. Bien que Brandon Routh n'en soit pas responsable, Superman Returns a freiné sa carrière, lui offrant une visibilité qui n'a pas suffi à marquer les esprits.
Son incarnation du super-héros est restée en retrait par rapport à d'autres interprétations plus mémorables. Reste à espérer que David Corenswet, qui endossera bientôt la cape, connaîtra un destin plus favorable. Et juste avant de faire intervenir mon invité que vous connaissez tous, à savoir les dossiers du cyborgien sur YouTube, mais sur Twitch, que vous connaissez en tant que Mulder Fox William, c'est pour ça que je m'adresse à vous, public Twitch et certainement YouTube, parce que j'ai fait le test, alors je ne sais pas si ça fonctionne, sur YouTube également. Dans tous les cas, avant de le faire intervenir, je voulais vous passer justement les images, étant donné que vous voyez ici donc la dernière apparition de Brandon Routh. Voici ce qui avait été au départ, juste avant que nous connaissions le Man of Steel d'aujourd'hui, bien évidemment avec Henry Cavill. Mais au départ, voilà ce qui était prévu pour une suite avec Bryan Singer, suite au mini-succès, enfin au succès par rapport au public, mais pas pour le studio. Suite de Superman Returns. Donc nous avions ceci qui était officiel, avec justement Superman qui allait apprendre aussi à son fils Jason à maîtriser ses super pouvoirs. La menace, comme vous l'avez reconnu sur l'affiche, à savoir Brainiac. Vous avez ceci également qui était une affiche officielle, et donc c'est pour ça que vous comprenez aussi, je l'espère, la plupart des fans qui étaient un peu dégoûtés, qui avaient mal reçu Man of Steel et qui ont dû apprendre à apprécier, qui ne veut pas dire aimer et surkiffer Man of Steel, mais ils ont dû apprendre à apprécier le film parce que il y avait ceci en route, donc Superman Man of Steel avec Brandon Routh. Et si je vous prends l'exemple parallèle de Marvel, c'est exactement ce qui s'est passé avec Andrew Garfield, avec les deux premiers, et tout d'un coup on a dit bon ben ciao et on va faire notre propre Spider-Man avec Tom Holland, et du jour au lendemain voilà, et ça a été un choc non seulement pour l'acteur qui incarnait Spider-Man dans les Amazing, ainsi que même le doubleur français. Voilà. Et maintenant je vais faire intervenir mon cher invité Mulder. Bonjour tout le monde, c'est bon, on voit là? Absolument. J'ai pas le direct. Ouais, c'est bon. Bah, c'était quoi ta question en fait par rapport. Qu'est-ce que j'en pense de Brandon Routh dans le. De fait que justement Superman a détruit sa carrière, et voilà le parcours qu'il a fait quand même, et ouais. Bah, ça arrive. Comment tu le vois aujourd'hui, quoi? Bah, c'est le jeu. Enfin, moi, le Brandon Routh de Superman. Enfin, moi, j'ai gros problème avec Superman Returns. D'abord, pas des gros problèmes. Qu'on soit clair, pour moi, c'est pas un mauvais film. Hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais dans le sens où à ces découvertes, j'ai été déçu en sortant de la salle, simplement parce que il a le cul entre deux chaises, si tu veux, le film. Il a le cul entre deux chaises. Ça se veut une suite au Superman aux deux premiers Superman avec Christopher Reeves. Dans l'histoire, ça se veut une suite. Mais le problème, c'est qu'il y a trop d'incohérences par rapport à la construction, par rapport au statu quo des deux premiers films, par rapport à la cohérence de la nature des personnages. Je pense par exemple à Lois Lane. Je ne vois pas Lois Lane sortir avec un autre mec sitôt que Superman soit disparu. Ou il disparaît, je ne sais pas trop. Dans Superman Returns, le truc qui se fait, c'est que on suppose que il soit parti précipitamment dans le jour au lendemain et qu'il a laissé l'humanité tout seul. Le problème étant que son évolution dans les deux premiers films ne permet pas ça. Surtout dans le deuxième, il a une leçon morale, quoi. Il ne peut pas, il doit, dans le deuxième film, il choisit sa femme plutôt que sa destinée de Superman, il abandonne ses pouvoirs, enfin, tu te souviens de l'histoire, il abandonne ses pouvoirs, du coup, en fait, pendant 2 tiers du film, enfin, un peu en gros tiers, tu vois Superman sans pouvoir, du coup, il redevient Clark Kent. Enfin, plus ou moins Clark Kent, le gringalet. Enfin, le mec qui passe sur le mec qui n'a plus de pouvoir, qui est humain simplement. Le problème qu'il y a avec ce Superman de ça, c'est que ça ne prend pas en compte la leçon de morale qu'il a eue dans le 2. Et normalement, Superman Returns est censé être un troisième officieux. Une sorte de 2.5 si tu veux.
Et c'est ça mon problème que j'ai avec Superman Returns. Quand t'as Brandon Routh, bah, il transporte avec tout ça, quoi. Son Superman, le cul entre deux chaises, il n'arrive pas trop à s'affranchir. Enfin, il est trop ancré dans le Clark Kent, enfin, dans le personnage de Christopher Reeves. Il y a d'ailleurs plusieurs mentions de ça. Je crois que le look du film, déjà, en est héritier. Et il n'arrive pas à faire son Clark Kent Superman à lui. Du coup, j'ai du mal un petit peu. Et aussi, il y a un truc tout con, c'est qu'il est trop jeune. Il est beaucoup trop jeune. Je sais pas quel âge il a dans la vraie vie, mais Ils il avaient à apparaît. peu près le même âge avec Christopher Reeve quand il a commencé. Hein. Ouais, mais le problème qu'il y a, c'est que, oui, à peu près le même âge, mais le problème qu'il y a, c'est qu'on suppose que le Superman Returns, que le Superman de Brandon Rose, c'est le même Superman que Christopher Reeves, mais Ah, on suppose avec... pas. C'est le même. Oui, mais quand j'ai supposé, c'est que Oui, à l'époque. À l'époque. il revient d'un voyage de 5-6 ans. Mhm. Il peut pas avoir le même âge. C'est ça qui pose problème. C'est qu'on suppose que on te montre un Little Planet qui n'a pas changé en 5-6 ans. Ce n'est pas possible. Et rien que ça pose problème niveau cohérence. Parce que dès le début du film, on te voit Clark Kent qui revient après 5-6 ans, dans le sens. Mais ce n'est pas possible, ils ont tous la même tronche. C'est pas possible. C'est pour ça que ce film-là me posait problème. Parce qu'il n'y a pas... Enfin, ceci dit, c'est un petit peu comme un comics, on suppose qu'ils ont tous gardé le même âge, alors que normalement ils sont vieux de plusieurs siècles. Hein. Enfin, ils sont vieux de plusieurs décennies hein, quand même. Et ça se faire. Mais le problème, c'est que ça tue cette posture-là dans un film, ça me dérange un petit peu. Mais sinon, l'interprétation de Warren Rose, elle est pas déméritée parce que malgré que la charge soit un petit peu lourde pour ses épaules, parce que quand on parle quand même d'un rôle iconique, hein, pour un rôle iconique, je suis pas sûr que beaucoup d'acteurs arriveraient à gérer ça. Et il s'en tient bien. L'un des problèmes, c'est le costume. J'ai beaucoup de mal avec le costume que je trouve. J'ai fait partie des personnes qui l'ont un petit peu bâché. Malgré moi. Désolé. Pas de souci, mais alors par exemple, qu'est-ce qui t'a dérangé dans le costume? Le côté trop fluide, c'est un petit peu contradictoire peut-être. C'est le côté trop sophistiqué. Normalement, c'est un costume simple, et là, c'est trop moulant. Enfin, normalement le costume de base classique, c'est le costume en tissu cousu. Hein, celui de Christopher Reeve dans les deux premiers films, ouais, c'est impec ça. Hein. C'est ça impec. Alors, et dans Superman Returns, on suppose que pas grand chose en fait, mais je vois pas Martha Kent, et pourtant je crois que dans les origines c'est ça, je vois pas Martha Kent coudre un costume comme ça. Oui. C'est ça qui pose problème. Mais le souci que j'ai avec Banano, c'est que à mon avis, il a le même problème, je pense, que George Lazenby dans James Bond, où George Lazenby est devenu, alors au dire des producteurs de l'époque, hein, de Broccoli par exemple, il est devenu, il a connu le végétariat trop tôt. C'est pour ça qu'il n'est pas arrivé à gérer, c'est qu'il n'a pas eu assez je dirais pas de passif, mais il a pas assez trimballé sa bosse avant, il n'était pas sur un circuit avant d'être propulsé au rang de vedette pour Superman. Parce que du coup, en fait, c'est pour ça que ça s'explique hein, le fait qu'il soit retombé dans l'oubli après. Il n'avait pas un cahier d'adresse suffisamment costaud pour pouvoir tourner, être cassé chez d'autres très vite. Parce que c'est souvent le cas. Par exemple, pour Christopher Reeves, il travaille sa bosse entre deux Superman. Résultat, le mec, même si sa carrière a un petit peu tombé dans l'oubli après, n'empêche qu'il a réussi à faire du James Ivory, il a réussi à faire du Ciné Fury, enfin, il a réussi à faire plusieurs de sa filmographie, n'est pas vide, hein, c'est ça que je veux dire. Il y a plusieurs bons films. Mais parce qu'il a décidé de lui-même. Là, oui. c'est pas. Voilà, c'est pas. C'est vrai que par exemple, on peut pas comparer avec Brandon Routh parce que le fait que Christopher Reeve, donc ça d'ailleurs, je vous invite aussi à regarder de temps en temps. Si vous avez une box, par exemple, c'est vrai que c'est subjectif de dire aujourd'hui on regarde la télé, mais si vous avez une box et puis que vous avez des chaînes, eh bien vous pouvez regarder sur votre PC, sur TCM par exemple, où il repasse de temps en temps même le documentaire de Christopher Reeve qui se nomme
Superman, non, le Christopher Reeve, l'éternel Superman. Et ce documentaire, donc c'est vrai qu'on revient beaucoup sur sa carrière, et là on voit très bien que finalement Superman, et ça va être une de mes questions aussi pour toi Mulder, en fait quand on voit bien Superman, il fait succès, un grand succès, et malgré cela, Christopher Reeve il a envie d'aller ailleurs pour explorer un petit peu voilà, d'autres contrées. Mais malheureusement, les producteurs ont dit bon, toi tu fonctionnes en Superman, donc tu vas rester en Superman et puis on va te discréditer ailleurs, etc. pour que tu puisses rester ici en Superman. Et à un moment donné, Christopher Reeve il a dit non, voilà, etc. Enfin, il a fait pas mal de choses et c'est pour ça aussi qu'on le voit dans différents films. Qu'à un moment donné, il a imposé ses conditions et puis voilà, parce que je vais pas tout vous dévoiler. N'hésitez pas à aller voir, mais vous voyez à un moment donné que le pourquoi, en fait, les films Superman, ça commence à baisser. Donc de qualité, etc. Mais vous voyez aussi l'attitude de Christopher Reeve. Et donc c'est pour ça que je vais en venir à ma question maintenant, Mulder. Est-ce que, parce que j'entends beaucoup, même des fans de DC Comics, etc., qui disent ouais, Superman, il faut que des bons gars, quoi, soit musclés, soit pas qui viennent pas de série, etc. Ok. Bon, déjà, je suis pas d'accord avec ça, mais d'une part, est-ce que justement, ce rôle, parce que c'est un rôle iconique, n'est-il pas dangereux que ce soit par exemple pour un acteur débutant? Là, on parle de David Corenswet. À l'époque, on parlait de Brandon Routh. Maintenant, j'ai cité l'exemple de Christopher Reeve. N'est-il pas dangereux si tu veux entamer une carrière au cinéma, aller après un peu partout, etc. Parce qu'avec ce qui vient de se passer avec Brandon Routh, Henry Cavill, il a eu de la chance parce que maintenant il va dans d'autres projets. Mais est-ce que c'est pas, comment dire, une épée Damoclès, enfin, voilà, n'est-ce pas dangereux pour une carrière naissante, voire même plus? C'est à double tranchant, faut le reconnaître. C'est à double tranchant. C'est soit le rôle te propulse, en fait, et du coup te permet de te faire remarquer de la part de d'autres réals. Je pense à Hugh Jackman qui, après X-Men, se fait remarquer chez Dominique Sena. Il a fait aussi The Fountain, je sais plus, je crois que c'est par le mec qui a fait plus tard Black Swan, je sais plus Darius Aronofsky, je crois ça. C'est un film distinct. Hugh Jackman, c'est l'exemple type du mec qui a bien réussi à gérer, à capitaliser, et après X-Men numéro 1, j'ai l'impression que son père Andy, enfin son choix, c'était je veux prouver que je sais faire autre chose. Mais d'office, mais genre dès le premier sorti, je veux faire autre chose, je veux faire un truc, et il te fait Léopold, qui est une comédie romantique, il te fait un film d'action dans lequel il joue un geek informaticien, genre de total contre-emploi, vraiment autre chose. Et du coup, en faisant le choix de bons réels et de producteurs, il réussit à enchaîner comme ça régulièrement d'autres films où il a une visibilité autre. Je crois que c'est Woody Allen après X-Men 2, enfin tu vois, le genre de truc. Et donc Brandon Routh n'a pas eu alors soit c'est lui qui a pas eu la présence d'esprit de le faire, soit il a inspiré aucun réel. Parce qu'il a pas réussi à se détacher, en fait, à convaincre d'autres réels. Je crois que comme tu dis, hein, c'est le problème, c'est de prendre un acteur trop jeune. Ça me tranchant dans le sens où tous les réels le voient dans un rôle et n'arrivent pas à s'en détacher quand ils font leur film. C'est ça le problème en fait de Superman, c'est que de prendre un acteur jeune, mais du coup l'acteur jeune doit être lisse, doit être policier, avoir un côté boy scout par rapport au coup de morale de Superman. Mais le problème c'est quand tu es réel, je pense par exemple à Woody Allen ou à Wayne Fighting et tout, qui aiment les personnages torturés et ambigus. Oui, mais Brandon Routh, vu le Superman, ça cadre pas. Donc forcément, par Woody Allen te caste Jackman, c'est pour te faire un rôle de séducteur un petit peu, pas un petit peu borderline, mais peut-être pas un peu toxique, mais un petit peu entre deux eaux, quoi. Et c'est tout à fait le genre de truc que Jackman, avec Wolverine, réussissait à faire dans certaines scènes. Je crois que, enfin, pour certaines scènes, en fait, c'est très... Comme il a un jeu très diversifié dans les X-Men, il suffisait juste qu'il convainque Woody Allen
que je peux faire autre chose, je peux donne-moi un rôle où je fais totalement autre chose, mais où c'est autre chose là, je l'étends sur tout un film. Gordon Rose n'a pas eu cette chance-là. Donc oui, je crois que ça répond à ta question, c'est le problème, quoi. C'est de confier un rôle iconique à un acteur jeune, c'est casse-gueule. Mais c'est pas impossible si t'as la présence d'esprit, parce que je pense à Johnny Depp par exemple, qui te fait très jeune 21 Jump Street, bah oui, mais plus tard en fait, il te fait Tim Burton, il te fait Jim Jarmusch, il te fait Emile Kusturica. Le mec a réussi à se détacher très tôt de cette image de jeune rebelle, gueule d'ange. Parce qu'il a la présence d'esprit de je vais chercher d'autres réals pour casser cette image-là. Mais c'est lui qui a eu la présence d'esprit. C'est lui. Tu te rappelles, t'es né à l'époque de la Tachousserie, là cette série-là, tu la connais, quand même. Quelle année? Vintage Street, c'est une série pour ados, années 80. Johnny Depp faisait partie. Années 80, j'étais pas né, non? D'accord. Vintage Street, c'est une série qui te raconte en fait les. Mais il y a eu les films aussi, mais je vois à peu près ce que tu veux dire. La série est très différente des films dans le sens où dans la série, on te montre une brigade spéciale, la brigade du Vintage Street, qui est spécialisée dans des jeunes recrues de la police sortis tout droit de l'académie. En fait, ils ont l'aspect encore juvénile par rapport aux jeunesse. Bah, oui. La brigade s'en sert pour infiltrer les lycées à problème. Et Johnny Depp fait partie de cette brigade-là. C'est pas tout simple, je crois, dans cette brigade-là. Et du coup, en fait, la série te montrer les travers, les trafics de drogue et tout, par exemple, les problèmes des jeunes de l'époque. Et c'était génial de voir, en fait, là, si tu parlais de problèmes entre guillemets adultes, sérieusement, c'était pas une série pour ados, genre Beverly Hills, ça te paraît crûment, mais c'était un truc pour ados. Et Johnny Depp, conscient qu'il était encore au début de sa carrière et qu'il voulait faire plus, bah, il a eu la présence d'esprit de quitter le show pour pouvoir aller voir d'autres mecs. Emile Kusturica, Jim Jarmusch, Tim Burton, il est devenu pote avec Tim Burton. C'est parce que lui a eu la présence d'esprit d'aller à leur rencontre et de les convaincre qu'il pouvait faire autre chose. Brandon Rose n'a pas eu ça, donc forcément, oui, il est tombé dans le truc, quoi. Enfin, il est tombé dans le panneau. Mais en même temps, je crois que Superman Returns a eu des problèmes, comme tu l'as dit. C'est que je crois qu'en fait, le problème qu'il y a eu, c'est que, alors pour nous, le budget, la recette paraît correct, mais il me semble que les producteurs pensaient faire du 600 000 ou 700 millions. C'est pour ça qu'en fait, c'était déçu. Ouais. C'est pour ça, c'est qu'il a eu à peine, je crois, de quoi. Je crois que si je crois le truc, il avait un petit budget, normalement, ça devait être le tank pole de Warner. C'est là, j'ai pas envie de dire de conneries, mais il me semble que c'était un truc dans le genre 200 millions. Donc normalement, il aurait dû faire 800 millions. Finir les notes, mais le problème qu'il y a eu, c'est que bah oui, mais 300 millions, c'est pas suffisant. Je crois que c'est pour ça que ça a arrêté la machine. Voilà, et c'est pour ça que même quand j'ai montré les images là tout à l'heure, des affiches qui étaient prévues, puis ça je sors pas de nulle part, hein, c'était des officiels, hein, qui je les ai conservés depuis plus de 10 ans, donc imaginez, hein. Donc voilà, quelque chose qu'on ne verra peut-être jamais, hein, ça on ne sait pas, mais pour le moment, bah effectivement, comme on dit souvent, on peut rêver. Mais dans tous les cas, voilà. Après, nous verrons si tout se passera bien pour lui ou pas. Dans tous les cas, il fait aussi sensation dans certaines séries, donc pourquoi pas. Tant que ça lui réussit, c'est bien. Est-ce qu'on le reverra au cinéma? Ça, c'est une autre question. Mais dans tous les cas, ça sera intéressant de suivre ses prochains projets. Voilà. Alors, en 2025, nous célébrons les 10 ans du réveil de la Force, mais aussi les 20 ans de la revanche des Sith. Oui, si vous commencez à vous sentir un peu nostalgique, c'est tout à fait compréhensible. Pour marquer cet anniversaire, Lucasfilm a révélé un magnifique poster de l'artiste Matt Ferguson que vous voyez ici à l'écran, annonçant la ressortie du film dans les salles du monde entier à partir du 25 avril. Pour la première fois, la revanche des Sith sera proposée en 4DX, en plus des projections classiques.
En France, le Grand Rex a récemment confirmé qu'il diffusera le film à cette date et d'autres cinémas français devraient bientôt emboîter le pas. J'annonce aussi que si vous me regardez depuis la Suisse, parce que je sais qu'il y a aussi des Suisses qui regardent mon émission, pour le moment, il n'y a pas de date encore officielle, mais ils sont en train de regarder pour quelques cinémas, voire plusieurs. Donc, souvent les régions, n'hésitez pas à être au courant de ce qui peut se passer dans dans vos salles de cinéma. Mais ça ne serait pas impossible qu'il y ait justement pour les 20 ans, que dans votre cinéma, ils puissent mettre à l'affiche La Revanche des Sith. Et je croise les doigts également pour moi, car c'est mon tout premier Star Wars au cinéma que j'ai pu découvrir avec le papa qui lui avait déjà connu les anciens. Et pour moi c'était un grand kiff, et c'est pour ça que j'ai discuté avec lui le week-end dernier, et on était tous les deux d'accord en disant bah, ça ferait aussi un anniversaire en plus, parce qu'on a été tous les deux ensemble, donc voilà. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez-vous le voir. Donc, comme je le dis et le redis souvent, que vous me suivez en direct ou même en replay, n'hésitez pas à écrire en direct sur le chat. Et sinon, dans les commentaires, quand vous me verrez en replay, et ne vous en faites pas, je vous répondrai avec grand plaisir car on a interagi avec vous. Alors, je vais laisser tout de suite la parole à mon cher invité Mulder. Voir ce qu'il en pense effectivement sur La Revanche des Sith, qui à l'époque même était une franche réussite comparée même au Star Wars de maintenant. Enfin, on pourrait débattre longtemps sur Star Wars, bien évidemment, mais surtout ici sur La Revanche des Sith, je précise bien, car c'était un succès phénoménal à l'époque, je m'en souviendrai toute ma vie. Mais je vais laisser la parole à mon cher Mulder pour voir ce qu'il en pense de tout ça. Bah, moi, en fait, tu connais mon avis sur la prélogie, quoi. Enfin, ça a cassé mon délire sur Star Wars, dans le sens où, je le répète, la prélogie a donné un statu quo classique que moi, en fait, j'ai pas du tout adhéré. En fait, La Revanche des Sith, c'est le film pour moi. Enfin, je l'ai vu comme un nanar, le film, hein. Enfin, le duel dans le volcan, je vois ça, je me marre, quoi. Mais le problème, c'est que j'ai avec cette saga-là, je me souviendrai en fait toute ma vie de comment Lucas a répondu aux fans. C'est que les fans étaient dans une posture, mais arrête de faire n'importe quoi avec ta franchise, et Lucas c'était là, mais je vous emmerde. Enfin, il y avait vraiment je ne déconne pas, Lucas avait vraiment cette posture du non mais arrêtez les mecs, hein, je fais ce que je veux, merde. Et en fait tous les fans étaient en train de détailler point par point les incohérences qu'il y a, et il y en a beaucoup. Encore maintenant, il y en a beaucoup. Encore maintenant, moi, je les vois, ça me crève les yeux. Et ça me fait marrer d'ailleurs de voir tous les fans qui essayent de fantoriser sur mais non, mais c'est logique. Alors que, en regardant les séries, non, je suis désolé, il y a eu des incohérences et puis il essaie de les attraper aux branches avec des animés et romans ensuite. Là, ce que je vois, c'est qu'ils essayent de faire un événement avec une saga. Moi, ça me rappelle que je n'ai pas aimé ces films. Et moi, j'ai encore revu là, pour Obi-Wan Kenobi, je me suis encore fait la prélogie, ça passe pas. Vraiment, ça passe pas. Je vais voir comme une cinéma que ça passe pas. Trop numérique fait que j'arrive pas à rentrer dans le film. Mais après, je peux comprendre que ces films, quand tu les découvres tout jeune, ouais, ça te fasse à l'esprit, ah, Star Wars, c'est ça. Pour moi, Star Wars, c'est la trilogie originale, point barre. Pour moi, c'est ça. Et pour moi, la prélogie, c'est quelque chose qui a détruit ce qui était ma passion. Après, il faut remettre dans le contexte. C'est vrai que beaucoup de gens, tout comme toi, je pense qu'ils disent aussi par rapport à la première trilogie. Mais après, il ne faut pas oublier une chose. Parce que c'est même pas aux gens qui font vouloir, etc. Machin, mais c'est surtout à George Lucas. Parce que ok, tu nommes tes films pour cette trilogie. D'ailleurs, Un Nouvel Espoir n'était pas Un Nouvel Espoir, c'était La Guerre des Étoiles. Après, c'était l'Empire contre-attaque, qui est toujours le même titre, et Le Retour du Jedi. Sauf qu'à un moment donné, même avant juste que sorte La Menace Fantôme, donc l'épisode 1, il a renommé, en fait.
il a renommé cette première trilogie, déjà avec un nouvel espoir au lieu de la guerre des étoiles, et puis tout d'un coup, c'est 4, 5, 6, il a fait 4, 5, 6, donc après, on s'est dit, bon ok, il fait 1, 2, 3. Donc je peux comprendre la compréhension qu'il y a eu, mais finalement, ben voilà, c'est à George Lucas qui faudra en vouloir. Et ben voilà, les gens qui disent ok, la prélogie elle est cool, bah, tout simplement parce que il a décidé ainsi, c'est 1, 2, 3. Et ben voilà, t'es obligé de le faire. Si l'autre personne renomme 4, 5, 6, t'es obligé de faire 1, 2, 3. Tu peux pas faire autrement. Mais c'est vrai que si tu fais qu'une trilogie et que tu fais rien d'autre, ben, à un moment donné, ça fait une trilogie. Mais je pense que même si le 1, 2, 3 n'aurait pas existé, de toute manière, ça aurait existé sous forme de série, etc. Parce que maintenant, comme on sait, avec tout ce qu'ils sont en train de faire autour de Star Wars, eh bien de toute manière, ça aurait vu le jour. Donc je me dis, finalement, on a bien fait d'avoir les films. Puis après, donc le 1, 2, 3, comme je dis, et puis après, ben, le reste, comme c'est en train de se faire aujourd'hui. Mais je pense que de toute manière, donc tu vas me ensuite répondre à ça, mais de toute manière, je pense que même les fans de Star Wars la première heure n'auraient pas y échappé. Ah non, mais tu as tout à fait raison quand tu dis que c'est le problème, c'est Lucas, parce que c'est Lucas lui-même qui a nourri ce rapport amour-haine avec les fans. Parce que quand on commençait, enfin moi je crois que tout a commencé avec l'édition spéciale. Je m'en souviens quand il a remonté la trilogie originale pour une sortie spéciale, ce qu'on appelle l'édition spéciale, avec des rajouts numériques. C'est à partir de là que ça a commencé, hein, le rapport tendu avec les fans. Parce que nous, on gueulait parce que les rajouts numériques ne nous convenaient pas, et lui, il répondait sans cesse, ce n'est pas de ma faute si les gens sont tombés amoureux de films qui n'étaient pas finis. Et pendant 10 ans, je dirais, entre l'édition spéciale et la prélogie, ça a été que ça. C'était que je fais mon truc, c'est à la limite si vous mettez pas un doigt, quoi. Enfin, c'est, par exemple, quoique, il a peut-être fait métaphoriquement parlant. Je dis ça parce que au moment, enfin, l'une des scènes qui résume la tension qu'il y a, enfin la façon qu'il a réécrit en fait la trilogie originale, c'est la scène en fait qui symbolise tout ça, c'est dans une scène où Han Solo tire en premier contre un chasseur de primes, et en fait le remontage fait que non, en fait le chasseur de primes tire avant, lui Han Solo fait que se défendre. Et le problème qu'il y a, c'est que pendant le tournage de la prélogie, on peut voir des photos de ça, en fait, où il s'est laissé prendre en photo, je sais pas comment expliquer ça, mais on peut voir des photos de lui pendant le tournage de la prélogie, où il a boré un t-shirt, là, Han Solo, shoot first. Donc, il y a à côté, oui, il nous cherche, quoi, c'est qu'il nous cherche. Donc, forcément, oui, c'est bien la faute à Lucas. Mais après, je peux comprendre le fait que, oui, quand on est, enfin, moi, je me souviens, épisode 3, le souvenir que j'ai dans le contexte, c'est, près de chez moi, il y a un multiplex, et l'épisode 3 sort en mai, le multiplex sort, et je crois ouvrait genre 15 jours après, donc la date d'ouverture c'est ça, mais rien que pour l'épisode 3, parce qu'ils savaient très bien que c'était un événement ce film-là, ils ont ouvert pour la première fois pour l'épisode 3. C'est le premier film où moi j'ai découvert la salle géante du multiplex de ma ville, c'est l'épisode 3, parce que les mecs se sont rendus compte très bien que non mais on peut pas passer à côté d'un événement comme ça, on serait très con de laisser passer ça. Alors ok, on ouvre genre une semaine ou deux plus tard, mais il faut organiser une sortie, enfin faut que les gens puissent voir ce film-là dans le Cinoche. Et je me souviendrai de toute ma vie de la première fois où j'ai découvert la salle géante du multiplex. Bon, c'est pour rentrer dans le contexte. Ensuite, si on veut vraiment rentrer dans le contexte, faut pas oublier que donc c'est l'un des premiers films, pour ne pas dire le premier film, qui utilise du numérique au cinéma mais qui a comme projet vraiment de mettre l'utilisation du numérique dans l'image, parce que les Jurassic Park c'est simplement pour un ou deux effets, mais là c'était carrément 3/4 du film. Et ce film-là, qui impose des sagas au Cinoche, ça précède de je crois, un an ou deux, Les Seigneurs des Anneaux. Pour te raconter vraiment qu'au Cinoche, on commençait à vivre ça de tout le côté, les grandes sagas qui venaient franchises, ça commençait avec Star Wars. Et c'est la prélogie, je crois qu'elle a instauré, pour de bon,
ce système-là. Le fait que, bah oui, il y a le merchandising autour, c'était déjà balbutiant avec le Don de la Mer et puis Star Wars, les premiers, mais je crois que la prélogie, il a un stade pour de bon. Et c'est Lucas qui l'a fait. C'est donc un auteur qui l'a fait. Après, je peux pas, je peux pas me montrer enthousiasme face à ces films, en fait. C'est ça le souci que j'ai. Je peux pas me montrer enthousiasme. Donc, le 20e anniversaire, bah oui, bah, je connais des personnes, des fans, qui sont restés fans et qui ont grandi avec ces films-là. J'en fais pas partie. Tout simplement. Ouais, mais c'est voilà, bah, c'est comme j'ai rappelé tout à l'heure d'ailleurs. De toute manière, on ne lui aurait pas échappé. Donc, c'est vrai qu'on se dit aujourd'hui, oui, le 4, 5, 6 suffit, enfin la première trilogie, mais de toute manière, il y aurait eu ça de toute manière. Peut-être pas en film, sous autre forme, parce que tu sais maintenant où on en est avec les plateformes et compagnie, hein. La preuve, Disney+. T'imagines, maintenant même avec même les autres films, même des autres sagas qui sont en train de reprendre maintenant, Star Wars n'aurait pas y échappé. De toute Oh que manière. non. Oh que non. Tu vois. Donc finalement, heureusement qu'on a eu ces films. Et parce que sinon. Parce que sinon, ben, peut-être qu'on aurait eu encore carrément autre chose et même peut-être pas encore ce que nous voulions, tu vois. Ah mais l'histoire d'Anakim dans les romans, c'est pas totalement ça. Hein. Dans les romans inattendu qui sortaient déjà, c'est pas totalement ça. Hein. C'est même pour ça qu'il y a pas mal de fans hardcore qui fanateurisent pour que ça rentre dans les cases. Parce que leur oui, le duel de leur bande dessinée est correctement, je crois que c'est narré dans un des bouquins, retranscrit dans un bouquin. Oui, c'est ça, c'est un petit peu ça. Mais tout l'univers de Coruscant est super incohérent avec ce qu'on nous a raconté dans l'univers étendu de genre d'un croisade du duel fou. Hein. Ouais. Ça, le souci qu'il y a en fait, c'est que faut bien avoir en compte que George Lucas, en fait, avec les romans, euh, Ça fait deux. c'est pas, voilà, c'est ça, c'est que pour lui, il considère, enfin, il a répété plusieurs fois au moment où le Disney a racheté donc, la licence et a lancé la production de la post-logie, donc les 7, 8, 9. Lucas a dit que, enfin, je crois que c'est même au moment de la prélogie, j'ai commencé à couper vraiment je commençais tellement à avoir ras-le-bol de savoir c'est Lucas que j'ai commencé à regarder les news de loin. Mais il me semble qu'il a dit plusieurs fois, au moment où il y avait une cinquantaine de romans, que ce qui est canon, c'est juste les romans. Ce qui est canon, c'est juste les films, point barre. Alors qu'il y avait déjà une cinquantaine. Voilà, il y avait déjà des romans, des bandes dessinées, des jeux vidéo, et lui, ah non, non, mais ce qui est canon, c'est les films, point barre. Alors que sympa pour les fans qui ont tout acheté. C'est vrai. C'est vrai. Bien. Alors, dans tous les cas, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de la revanche des sites. Allez-vous le regarder, etc. Voilà. Comme je l'ai dit par rapport à mon approche. Donc, voilà. Un premier film Star Wars que j'ai vu au cinéma, dont j'ai surkiffé. Et j'ai même eu peur. Hein. Donc, pour vous dire, c'est pour ça que j'ai adoré avoir eu peur. Parce que, oui, alors ça y va. Et si j'ai un conseil à vous donner, admettons que vous soyez parent, attendez au moins au minimum que votre fils ait 10 ans. Parce que j'ai vu, même des fois sur internet, vous savez, des fois quand il y a des movie reaction et compagnie, quand on voit des familles et puis quand tu vois l'âge des enfants, bah tu dis, bah tu montes pas un Star Wars quoi. Et pourtant, la plupart le font. Mais après, libre à eux, hein. Mais il ne faudrait pas dépasser 10 ans. Parce que si tu montres des gens qui coupent les corps et machin et compagnie, un grand méchant qui envoie des éclairs en pleine face, enfin voilà, pour un petit ça peut l'effrayer, voire même le rendre peut-être un peu violent plus tard. Enfin, il y a tellement de possibilités, mais dans tous les cas, 10 ans je trouve que c'est un bon âge pour que c'est l'âge que j'ai eu, j'avais 11 ans même. Parce que mes parents ils disaient non il faut absolument pas que tu regardes ça avant parce que ça va te traumatiser, et effectivement quand j'ai vu même les anciens Star Wars en VHS avant même de voir le 1 et le 2 en DVD puis le 3 au cinéma, eh ben j'ai compris, j'ai dit oui effectivement, heureusement qu'ils m'ont pas fait découvrir avant, donc c'est pour ça que je vous le conseille, et puis voilà.
Les derniers jours ont été marqués par de nombreux rebondissements concernant le futur de Kathleen Kennedy qui a annoncé son départ. En tant que présidente de Lucasfilm, bien que les sources généralement fiables soient quelque peu contradictoires sur la date de son départ, un journaliste de Deadline a pu s'entretenir directement avec elle. Et donc, voici les principaux points à retenir de cette interview. Elle n'envisage pas la retraite pour le moment et prévoit de continuer à produire des films jusqu'à la fin de sa vie. Cependant, elle ne précise pas si cela inclut des projets pour Lucasfilm dans ce cas particulier. Depuis un certain temps, Kathleen Kennedy discute de sa succession avec Bob Iger, le PDG de Disney, et Alan Horn. Une annonce sera faite en temps voulu lorsque la personne idéale pour la remplacer aura été trouvée. Cela pourrait se produire dans quelques mois, voire dans plusieurs années. En ce qui concerne les films Star Wars, Kathleen Kennedy poursuit activement la production de The Mandalorian et Grogu, avant de se pencher sur le film de Shawn Levy, qui sera le prochain à entrer en production. Ce film, un spin-off autonome, se déroulera environ 5 à 6 ans après l'ascension de Skywalker. Bien que certains personnages familiers puissent faire leur retour, l'intrigue se concentrera principalement sur de nouveaux visages. Ryan Gosling sera actuellement en négociation pour le rôle principal. Elle précise que Disney ne tente en aucun cas de la contraindre à quitter son poste à la tête de Lucasfilm et que les relations entre Disney et Lucasfilm sont parfaitement harmonieuses. Elle est consciente de l'ampleur de l'héritage laissé par la saga de George Lucas et de l'évolution du public au fil du temps. Selon elle, le plus grand défi réside dans la création de multiples portes d'entrée vers la saga, afin de toucher chaque génération tout en offrant des histoires aux tonalités variées. Pour elle, le streaming représente une excellente plateforme pour expérimenter de nouvelles idées, ce que le cinéma permet beaucoup moins. Attention à cela. D'après elle, la série The Mandalorian démontre au jeune public qu'il n'est pas nécessaire d'avoir vu l'intégralité de l'univers Star Wars pour l'apprécier. C'est d'ailleurs pour cette raison que Lucasfilm a décidé de lancer la production d'un film après 3 saisons qui ont su séduire leur audience. Elle souligne que Lucasfilm est constamment surveillé et que beaucoup d'informations fuitent avant même qu'elles soient officialisées. Elle reconnaît que tous les projets en développement ne seront pas réalisés car il faut rester en phase avec les attentes du public. N'est-ce pas ? Actuellement, seuls 3 ou 4 projets sont confirmés. La trilogie supervisée par Simon Kinberg progresse rapidement avec un premier scénario prévu pour juin. Ces films devraient devenir le pilier futur de la saga, se déroulant chronologiquement après la saga Skywalker. Le film de James Mangold sur les Jedi prend du retard à cause de la promotion de Un parfait inconnu, tandis que celui de Taika Waititi a son premier acte écrit, mais son développement reste incertain. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Êtes-vous heureux ou, devrais-je dire, content du départ de Kathleen Kennedy, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont eu une mauvaise approche, qui n'ont pas forcément aimé ce qu'elle a fait. Si je prends l'exemple de The Mandalorian et encore d'autres séries auxquelles, par exemple, Jon Favreau et Dave Filoni avaient le contrôle et elle a quand même jeté son coup d'œil et ça a donné ce que ça a donné. Faut-il vraiment qu'elle puisse... parce que là, même si elle dit qu'elle quitte, elle veut quand même garder la main, donc ne faudrait-il pas qu'elle laisse totalement la main à quelqu'un d'autre et puis que les projets puissent avancer, quoi, parce que c'est marrant, ça fait un parallèle avec une autre maison de production qui s'appelle DC Studios avec James Gunn, qui effectivement, plein de projets lui sont proposés, mais il refuse. Et là, je me dis, Kathleen Kennedy, il y a un petit semblant avec, elle veut faire son truc, machin et compagnie. Alors, je ne sais pas ce qui va advenir. Dans tous les cas, concernant son poste, qui verriez-vous ? Ça, c'est une question aussi auquel mon invité répondra. Et dans tous les cas, est-ce que Star Wars va redevenir Star Wars ? La phrase dont j'aimerais également que mon invité
se prononce, c'est le fait qu'elle ait dit que le streaming représente une excellente plateforme pour expérimenter de nouvelles idées, ce que le cinéma permet beaucoup moins. Alors, est-ce que ça veut dire que les films seront exclusivement sur Disney+, et plus au cinéma? Est-ce un danger? Et est-ce que Star Wars va redevenir un événement? À toi, mon cher Mulder. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais essaye de répondre à la plupart. Tu pourras me répéter au fur et à mesure parce que sinon il y a beaucoup de Pas de questions. souci. D'accord. Alors d'abord, j'étais mort de rire quand j'ai vu tous les vidéos qui ont spammé. C'est que quand il y a eu l'annonce au deadline, quelques heures après, même pas dans la même journée ou même soirée, j'ai vu un nombre de vidéos qui spammaient, enfin de soi-disant fans de Star Wars qui sont spammés. Bondez-moi, elle est partie la sorcière enfin. C'est bon. Alors d'abord merci vos et je me disais mais putain tant de haine, c'est pas possible. Et ensuite le lendemain a fait que je crois que c'était le lendemain ou le surlendemain, je sais plus, Kathleen Kelly s'est expliqué. Alors non, alors je crois que tu l'as un petit peu dit. Alors non, effectivement, elle se barre pas. Elle a d'autres projets Star Wars, mais alors si j'ai bien compris le truc, la rumeur vient d'un scooper qui ne peut pas blairer Kathleen Kennedy. Et grosso modo, je crois que chez Marvel, ils ont le même. Hein. Disons qu'après, elle n'a pas forcément démenti, mais disons que le départ est repoussé. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Bah, le truc qui se passe, c'est que la rumeur, c'est que en fin d'année, elle se barre. En fin d'année, elle démissionne pour barre. C'est ça la rumeur, c'est qu'en fin d'année, elle ne fait plus partie du Lucasfilm. C'est ça la rumeur. Et deux jours après, elle a commandé le truc en disant non, je ne pars pas. Alors, oui, je prépare un plan de succession. Oui, je prévois l'après. Ça, oui, mais c'est depuis plusieurs années, c'est comme ça. Parce qu'il faut prendre en compte le fait que elle sait très bien qu'elle ne va pas rester éternellement chez la tête de Lucasfilm. Elle prépare le truc. Mais si j'ai bien compris le truc, c'est quelque chose auquel elle pensait déjà lors du rachat de Disney. Parce que lors du rachat de Disney, elle est quand même à un certain âge, la demoiselle. Elle est quand même à un certain âge. Elle travaille avec Spielberg et Lucas, mais depuis les années 80-90. Hein. Elle était déjà aux commandes au moment de l'Arachnophobie, au moment d'E.T. Et donc, du coup, elle est en 2025. Hein, donc, elle est consciente que Kevin Feige a le même dilemme. C'est qu'en ce moment, il voit son âge avancé et il voit les projets qui s'accumulent. Donc, à un moment donné, il sait bien que faut que je donne la barre à quelqu'un d'autre parce que je peux y laisser ma peau. Quoi. Enfin, il y a un moment donné où c'est bon. Il y a un moment donné où il est peut-être temps que je passe les rênes à quelqu'un d'autre, les clés de la boîte à quelqu'un d'autre. Tout simplement. Disney a eu le même souci à un moment donné, ils ont fini la boîte, mais je commence à me faire vieux, faut que l'entreprise me survive, quoi. Tout simplement. Je crois que c'est ça. Et là, mais c'est un truc auquel elle pense depuis plusieurs années. Et ensuite, par rapport à ton, donc c'est ça le truc, c'est que oui c'est vrai qu'elle prépare l'après, ça c'est juste, elle prépare l'après, mais pas avant une dizaine d'années, elle prépare juste un plan de succession. Bob Iger et je crois qu'il y a Bob Iger qui a le même souci avec Bob Chapek. Normalement, ça devait être son successeur et en fait, il fait tellement de merde qu'il est revenu. Je crois qu'il y a un certain Eisner qui était précédent PDG de Disney, il s'y a pris à 2 fois avant de partir, c'est son successeur. C'est très difficile à faire pour une boîte, j'ai l'impression, surtout pour une boîte aussi grosse que ça, parce que tu dois trouver un PDG qui doit pouvoir gérer les différents départements, et c'est pas évident à faire. C'est pas évident. Donc là, c'est quelqu'un qui dit, il se trouve seulement sur au Carrefour, quoi. Elle se trouve au Carrefour où comment est-ce que la boîte peut me survivre? Moi, mon humble proposition, mon humble choix, c'est Dave Filoni, qui a commencé avec Lucas sur Star Wars, et qui travaille encore chez les Lucasfilm. Azoka, c'est lui, hein. Azoka, c'est lui. Et pour moi, c'est du très bon boulot qu'il a fait. Je crois qu'il bosse aussi avec Jon Favreau, donc pour moi, c'est du très bon boulot. Et je crois que pour les fans, il fait consensus. Le seul souci qu'il y a maintenant, c'est que si jamais c'est lui qui reprend les rênes de la boîte, le seul souci qu'il y a, et je crois que c'est ça que les fans n'arrivent pas ont du mal à digérer, c'est qu'il va devoir bosser avec Disney. Et ça, pour les fans de première heure, ça veut dire trahison. Alors, il n'y a pas forcément ça. J'ai entendu d'autres retours. Ah, d'accord. Parce que moi, c'est ce que tu viens de dire. Ouais. Parce que moi, et il y a aussi par rapport à Dave Filoni,
En fait, il y a donc j'ai discuté hier avec certaines personnes et euh, justement de ce sujet et c'est vrai que j'avais évoqué le sujet de Dave Filoni, mais justement le problème c'est que vu que c'est un créateur tout comme Jon Favreau, hein, justement qui aime bien avoir ils sont dans le créatif, donc voilà ils font leurs choses, etc. Et c'est là où on se dit mais s'ils deviennent PDG, donc déjà, ils ont un autre genre de travail et ils ne pourront plus forcément créer. Ça veut dire qu'ils devraient donner à quelqu'un d'autre cette responsabilité. Donc, est-ce que justement, Dave Filoni, est-ce qu'il accepterait déjà, tu vois? Parce que si justement il devient PDG, ben, il peut plus il peut plus créer ses choses, des choses comme ça. Et justement, ça devient peut-être aussi, enfin, un danger, non, mais voilà, il peut plus faire ces choses et donc c'est mieux qu'il reste. En fait, c'est mieux qu'il reste en tant que directeur de je sais plus de je sais plus quoi. Tu vas me rappeler juste Directeur, PDG de CEO directeur de créatif, je crois, Lucasfilm. non? Ouais. Bah, pour moi, c'est même construit. Attends, on parle d'un truc qui n'est pas censé se passer avant 10 ans. Donc avant 10 ans, il arriverait à trouver. Normalement, il y a quelqu'un dans la dizaine d'années, dans la décennie qui va arriver là, il y a bien des personnes qui vont émerger et qui vont se retrouver être potentiels candidats à reprendre la direction de la supervision artistique. Parce que ce qui se passe là avec des films, simplement ce qui se passe avec du côté de Marvel Studios, avec Brad Winderbaum, je crois qu'il s'appelle comme ça, c'est que chez Marvel Studios, à la base, c'est donc Kevin Feige qui supervise le truc. Et au moment où il y a Marvel Television qu'il y a en ce moment, il y a un producteur qui s'est révélé être très bon, c'est Brad Winderbaum. En ce moment, c'est lui qui gère le Marvel Television avec l'animation et avec donc des séries genre Echo et à ce moment Daredevil Barragan. Et donc, il a l'air de s'entendre très bien avec Kevin Feige et ça se sent à l'image. Mais ce mec-là, j'en avais pas entendu parler avant 2 ans. Donc, sur Star Wars, c'est ce qui va se passer. C'est qu'on va voir des personnes émerger, voir des petits nouveaux. C'est déjà le cas depuis Mandalorian. C'est que dans les réals et dans les producteurs, t'as des Déborah têtes comme Shaw ça. en tant que PDG. Ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Non, mais à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on se dit, justement, Dave Filoni, ce qui est le choix un peu plus logique, mais à l'heure actuelle, je pense que c'est pas possible. Parce qu'il a encore plein de choses à faire. Et c'est comme si à l'heure actuelle aussi tu dis, finalement, je sais pas, James Cameron, il sera PDG d'Universal ou des trucs comme ça, tu vois. C'est pour ça que des fois on se dit, des fois les gens, ils aiment bien rester dans leur coin. C'est pas pour rien et c'est justement le fait qu'ils veulent pas aller en fait dans un truc qu'ils ne maîtrisent pas forcément parce qu'il y a déjà une maîtrise d'autre chose, tu vois. C'est pour ça que t'avais les noms de Kevin Feige qui est entré en course. Pourquoi pas Kevin Feige, supervise Marvel du MCU. Mais justement, le MCU ça fait pas plein temps, il peut pas faire autre chose. C'est pour ça que son projet de film Star Wars est tombé à l'eau. C'est que c'était annoncé en fait, donc Kevin Feige va préparer un film Star Wars, parce que selon ses dires, t'as l'impression que Star Wars c'est un truc qui l'intéresse bien, donc pour faire un film pourquoi pas. Mais le problème qu'il y a, c'est que c'est pour ça que c'est tombé dans l'oubli, c'est que c'est pas Salas, c'est que le mec il peut s'occuper que d'un truc du MCU quoi. Ah, ça l'occupe à plein temps. Il peut pas perdre de temps à faire ses projets à côté. Donc ça rentre très bien dans ce que tu viens de dire, c'est qu'à propos de Dave Filoni, qui a des trucs à faire à lui qui aurait du mal à superviser ensemble. Mais ce que je propose là, c'est dans la décennie à venir. Passer comment c'est pareil, il peut pas devenir CEO de Universal là maintenant, il y a trop de trucs à faire avec Avatar. Mais Jon Favreau, Dave Filoni, passe en disant vu qu'il est son circuit là en tant que technicien ouvrier à faire leur projet là, il peut très bien monter en grade et devenir président du CAFIM et donc superviser le truc.
Parce que vu qu'il connaît en fait le terrain, bah ouais, autant que tu supervises les petits nouveaux qui débarquent, quoi. C'est Ça dans ce serait sens-là. drôle d'avoir Dave Filoni en tant que PDG et en tant qu'assistante à John Favreau. Bah, Mais ça veut pourquoi dire qu'à pas. ce moment-là, John Favreau ne pourrait plus aller chez Disney. Bah, il peut Il déjà resterait plus, hein. uniquement chez Lucasfilm. Bah, il peut déjà plus, hein. Ouais, c'est vrai. Bah, C'est vrai. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez concernant justement cette nouvelle. Ce sera intéressant d'avoir vos retours dessus. La prochaine Star Wars Célébration se déroulera le mois prochain à Tokyo. Comme à chaque édition, plusieurs panels, donc le mois prochain, c'est-à-dire même ce mois-ci, même, avec des annonces importantes auront lieu. Reste à savoir s'ils seront diffusés en direct sur YouTube comme par le passé. Le site de la convention vient de dévoiler les 4 principaux panels. Voici donc le programme, à savoir vendredi 18 avril, The Mandalorian et Grogu. Samedi 19 avril, Andor saison 2 et Ashoka saison 2. Dimanche 20 avril, Vision saison 3. Il est à noter qu'il n'y aura pas de Lucasfilm Showcase pour dévoiler de nouveaux projets ou faire le point sur ceux en développement. Le format reviendra à un panel par projet, comme c'était le cas avant 2019. D'autres panels seront annoncés dans les semaines à venir. Il serait surprenant qu'il n'y ait pas pour célébrer les 20 ans de la revanche des Sith et les 10 ans du réveil de la Force. Reste à voir combien de panels déjà confirmés offriront d'exclusivités, bonnes annonces, voire même images inédites. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Je vais tout de suite laisser la parole aussi à mon invité. Est-ce que vous, même toi, mon cher Mulder, est-ce que tu as déjà été à un genre de panel? Voilà, j'aimerais avoir ton avis à peu près là-dessus. non, j'ai jamais été à le genre de panel, mais je trouve ça très intéressant. Ces moments-là, c'est toujours l'occasion de voir, ben, de clarifier les annonces en fait pour bah, de la part de Disney et enfin là en l'occurrence Lucasfilm, Star Wars. Donc ça, au moins ça met les choses au clair sur les rumeurs d'annonces ou pas. Parce que pour Marvel, par exemple, t'as toujours une tonne de rumeurs et à la fin t'as 3 ou 4 qui sont confirmés. Par exemple, pour Eternals 2, on attend toujours l'annonce. Et pour Star Wars, je crois que. Enfin, alors pour Star Wars, c'était des rumeurs de Ahsoka saison 3, par exemple, et en fait, ça s'est fait débunker parce qu'il n'y a pas eu d'annonce. Et c'est pour te dire que c'est les moments où. Saison 2, saison 2. Il n'y a pas encore le 2. Oui, mais c'est justement ça, c'est qu'il y avait une rumeur de. C'est justement ça. Finalement, il n'y a eu que l'annonce du 2 et tout le truc. Et pour ça, pour moi, c'est l'occasion de clarifier les annonces. C'est là au moins tu sais qu'est-ce qu'il va y avoir comme suite ou pas. Parce que là pour le moment il n'y a que Asuka saison 2, Andor saison 2, mais après il n'y a rien à côté quoi. Peut-être Skeleton Crew saison 2 pourquoi pas, mais il n'y a pas de rumeur ni rien. Donc et je sais que pour c'est quoi ça? Et pour The Acolyte la saison 2 a été annulée je crois. Enfin il n'y a pas eu de c'était cancellé. Donc c'est méga attendu. En tout cas, moi j'attends un truc pour au moins avoir des clarifications. On peut avoir des surprises, genre des annonces de trucs qu'on n'a pas vu venir, et des mauvaises surprises, genre on n'a pas d'annonce finalement, donc bon bah voilà c'est fini, finalement ça s'est annulé à 28. Ça clarifie le truc, ça clarifie la situation. Et c'est quand même bien. Au moins c'est voilà, c'est clair, c'est net. Donc il y a des dessins animés qui sont prévus que j'avais pas vu venir. J'ai essayé en fait, j'ai pas vu poindre la petite rumeur. Donc c'est bien, ça continue. Ça montre en fait que la franchise est vivace, que ça réussit à vivre. Et là on est 10 ans après le rachat de Disney. Tout le monde pensait que Disney allait tuer Star Wars. Bah la pauvre que non, il y a encore des trucs. Et d'un bon niveau en plus, hein, parce que Andor c'est de bonnes critiques. Ahsoka j'ai adoré, par exemple. Donc ça montre que la franchise est encore bien vivace. La saga est encore bien vivace, malgré les haters. Très bien, merci à toi. Et c'est vrai que si vous n'avez pas été à une Star Wars Celebration, n'hésitez surtout pas, si vous êtes même dans les environs, parce que j'y ai participé une fois, j'ai été une Star Wars Celebration que c'était à Paris, il y a plusieurs années de cela. Je me souviens que j'étais avec le papa même,
C'était notre première Star Wars Celebration. Et franchement, c'était pour nous même une réussite. Je me souviendrai toujours des, des cours. Alors, certes, ce n'est pas comme nous le pensons, bien évidemment, puisque étant donné qu'on est fan de Star Wars, quand on voit les combats, on se dit on veut faire la même chose. Il y a des petites écoles comme ça qui avaient été là de combats de sabre laser. C'était pas mal de choses. Aussi que des cosplays, des trucs comme ça, c'est des figurines, des peintures. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, et puis à me dire par exemple, même à me faire un retour de ce que vous pensiez d'une Star Wars Celebration. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, et puis voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé de cela? Et oui, c'est peut-être une nouvelle, mais qu'elle vient de tomber tôt ce matin. Osgood Perkins, que vous voyez ici à l'écran, s'est imposé à Hollywood grâce à ses nombreux films d'horreur. En 2024, il a connu son plus grand succès avec Long Lakes, un hommage au Silence des agneaux où Nicolas Cage apparaissait méconnaissable. Le réalisateur de The Monkey, actuellement en salle, est pourtant prêt à explorer de nouveaux genres. Et attention, vous n'y attendez pas à celle-là. Lors d'une session de questions-réponses sur Reddit, à l'occasion de la sortie de son dernier film, le cinéaste a révélé qu'il rêverait de réaliser un film sur l'un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma. Mais qui donc ? Eh bien voici. Je cite, « Y a-t-il une histoire que vous aimeriez raconter si vous aviez un budget ou la technologie pour en faire un film ?» demande alors un fan. Les rêves et les cauchemars de Dark Vador, le tout raconté sous forme de nouvelle, a-t-il répondu. Donc Osgood Perkins. Sur les réseaux sociaux, notamment X, les réactions ne se sont pas faites attendre. Un utilisateur dit même « Ça a l'air tellement cool, explorer les rêves et les cauchemars de Dark Vador à travers des histoires courtes pourrait ajouter une profonde, unique et effrayante à son personnage. » Bien que cela demeure une pure spéculation, un film Star Wars réalisé par Os Perkins pourrait-il apporter une vision originale à la saga ? Telle est la question. Si je devais commencer, je dirais, c'est trop tard. Après, il n'est jamais trop tard, bien évidemment. Hein, comme vous le savez, il y a maintenant qu'on dit que la saga est terminée, on a envie de faire des projets autour. Alors, est-ce que le moment n'est-il pas de explorer Star Wars carrément et laisser la saga Skywalker tranquille ? À vous-même de répondre et même mon invité. C'est à toi, Mulder. Qu'est-ce que tu en penses, même de cette nouvelle qui est tombée tôt ce matin ? J'ai pas vu du tout la nouvelle passer en fait, donc je me l'apprends en direct. C'est que le mec aimerait reprendre Star Wars ? Aimerait faire carrément un film sur Vador. On va explorer ses côtés sombres, etc. Mais de ce qu'on n'aurait pas vu, quoi. Ah bah... Je vois pas trop. Tout était raconté sur Vador, c'est ça le problème. Son arc a été fini. C'est ça le souci. À moins de faire un reboot. Quoique, on est mauvaise langue parce que... c'est ça le souci que j'ai avec Lucas. Dans l'univers étendu, il y a d'autres trucs, je crois, sur Vador. Il y a des aventures où il reste pas que sur son. Il y a Luke et Anakin. Je crois qu'il y a Luke qui est à la recherche dans les romans que j'ai qui s'appelle. Oh zut, je sais plus où est-ce que je l'ai foutu comme bouquin. Ah voilà, ça s'appelle comment déjà ? Ah la saga du Prince Ken, voilà. La saga du Prince Ken, donc roman Pocket jeunesse. On voit qui souvent par la recherche de comment je pourrais dire ça, de reliques de l'ancien empire, dans le sens où l'empire est déchu et donc Luke à travers ses premières aventures, pas ses premières aventures mais au cours de sa carrière de rebelle en pleine reconstruction, parce que dans le sens où t'as
la rébellion qui se reconstruit en tant que nouvelle république. Je crois que c'est ça. Mais vraiment après le retour de Jedi, donc pendant ce moment de flottement, bah tu as Luke Skywalker avec ses, il y a un Solo, la nouvelle et compagnie là. Bah, on retrouve ici et là des reliques de l'Empire. Et c'est une période en fait qui est pas exploitée du tout dans les films, même dans la postlogie. Et quand quand t'es fan vraiment, t'aimes bien avoir à l'esprit que comment c'est passé ensuite. Pour Anakin, ce qui pourrait être intéressant, c'est il y a une ellipse entre le 1 et le 2. C'est que tu vois le gamin, tu vois pas le gamin grandir. Anakin de 8 ans, il passe à 16. Ouais. Et il arrive à l'épisode 2, ben tu apprends, sans. Alors de mémoire, il n'y a pas un moment, enfin dans le roman, Anakin et Padmé, il me semble qu'il confie ses idées sur la façon de sur la politique, comment il construit la politique, et on comprend que le mec a quand même des petits gars de dictateurs, et on comprend mieux pourquoi ils sont dans le côté obscur dans l'épisode 3. Mais toute cette étape sur comment lui il perçoit la politique, ça pourrait être une facette de ce que le monsieur a en projet. Parce que c'est ce qui n'est pas dit dans les films, effectivement, c'est toute cette étape-là, d'à 10 ans. Mais dans ce cas-là, il faudrait rebooter le truc, parce que faire caster un acteur pour qu'il incarne Dark Vador à 10 ans, bonjour pour ne pas se faire lyncher par les fan-haters. Parce que là, t'en as beaucoup qui acceptent. Anakin, à quel âge dans la menace fantôme? Oui, non, d'accord. Après, à voir comment il veut faire, mais j'ai l'impression que, en tout cas, de son test news là, lui, il veut faire un truc sur Vador, donc quand il est déjà Sith, quoi. Ouais, et là, il me semble que... entre la dernière scène de l'épisode 3 et la première... et Rogue One, t'as quand même quelques années qui s'écoulent. Bah, tu vois, t'as Rogue One et tu as... Bon, la série Obi-Wan, oui. Même s'il est dedans. Après, c'est vrai que beaucoup de fans avaient même dit, je sais pas si tu te souviens, c'était il y a plusieurs mois déjà, où ils voulaient un projet Vador. Même si on s'est dit, mais en fait, la saga Skywalker, c'est Vador, quoi. C'est lui. Ouais. Sauf que après, quand il se développait un peu plus, et il disait oui, mais il y a d'autres aventures, donc il n'a pas fait que ce qu'on voit dans les films. Il a été un peu partout, il a voulu, régner dans différents endroits. Et donc c'est quelque chose dans le fait qu'il pourrait explorer en film, par exemple. Mais c'est vrai que comme tu l'as souligné, des fois même, à cause de George Lucas, les romans, des comics, etc. Enfin voilà. Est-ce que l'art actuel, par exemple, est-ce que ça pourrait se faire enfin des romans, comics qui pourraient être projetés sur grand écran? Parce que de ce qu'on entend des réalisateurs et compagnie qui sont là, même qui parlent de Vador, tu vois, et pas que le monsieur que je t'ai cité. Et donc c'est pour ça que je me dis, vu qu'ils ont tellement d'idées en rapport avec des romans, comics, histoires, est-ce qu'il n'y a pas un frein quand même quelque part, juste à cause de ce qu'avait dit George Lucas dans le passé? Pour moi, oui, quoi. C'est ça le souci, c'est que pour Lucas, je te répète, il n'y a que les films qui sont canons. Enfin, c'est Lucas qui a instauré ça. Alors qu'il y avait déjà 50 romans animés jeux vidéo, mais vraiment en vente, quoi. Le mec, il dit ça comme ça. Donc le frein, ouais, c'est Lucas, tout simplement. Parce que moi, il me semble que dans les films, ça n'a pas été... dans les films, alors, épisode 4, même si pour moi c'est le premier film, c'est celui de 77, Un Nouvel Espoir, la réunion des généraux, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, quand tu vois en fait le Grand Moff Tarkin et puis les grands généraux de l'Empire, et puis derrière en fait t'as Vador qui et lui est censé être le bras droit du Grand Moff Tarkin. Il n'est pas considéré comme généraux, il reste debout, les mains croisées dans toute sa prestance. Et quand il évoque en fait
la Force, il a aperçu ici et là des perturbations à la Force. Un grand Tarkin, donc Peter Cushing, qui dit tout simplement non mais c'est impossible parce que vous avez tous traqué et tué les Jedi. C'est un moment, l'air de rien, qu'on n'a jamais vu dans les films. Alors on suppose que ça fait référence au code 66, je crois, dans l'épisode 3. Oui. Mais sinon, voilà, mais on n'en est pas sûr de ça. La façon dont il le dit dans le film, ça nous évoque que oui, il a été traqué les derniers survivants Jedi entre deux films. Que j'ai appris qui a été fait en roman ou comics. Qu'il a traqué. D'accord. Mais tu ne vois pas ça dans les films. Non, mais romans, comics qui sont censés ne pas être canon par rapport aux déclarations de Lucas. Tu comprends là, je veux en venir. C'est que les romans et tout bouchent les trous, et puis t'as ce con de Lucas. Ah non, mais pour moi, ça bouche rien du tout. Hein. Et à chaque fois que t'as un réal qui veut parler de ça, etc., finalement, ça revient au point mort. Bah ouais, parce que t'as. Oui, mais je vais développer ça et ça. C'est un comics, oui, mais. Selon Lucas, ça n'existe pas, si tu veux. Donc. Voilà. Non, mais quand je te dis la saga du Prince Ken, par exemple, normalement c'est canon par rapport à Lucas, parce que c'était la 3e fois qu'il sortait un truc canonisé par Lucas. Et le problème qu'il y a, c'est que ce qu'il racontait dans la saga du Prince Ken, qui est donc roman jeunesse, hein, le problème qu'il y a, c'est que c'est pas en cohérence avec la croisade du Jedi Fu, censé être canon, et qui te raconte en fait ce qui se passe avec la rébellion après le retour du Jedi, mais genre 5-6 ans après. Alors pour te situer le truc, c'est qu'on voit la naissance des jumeaux d'Organa. Yann, Solo et Leia sont mariés dès le premier, et on sait que Leia est enceinte. Et donc, dans ces romans-là, on explique que, chose qui est sous-entendue dans la postlogie, mais qui est vraiment, du coup, qui est du concret dans les romans. On voit Luke se prendre la tête sur mais est-ce que je vais être un bon Jedi, parce que lui il n'a pas connu les codes des Jedi, déjà out, maintenant il apprend. Donc si tu veux, lui il a ça, lui il se prend la tête sur est-ce que je vais être capable d'apprentissage. J'ai eu un maître, c'est Yoda et c'est Obi-Wan, mais ils n'ont pas eu le temps de vraiment m'inculquer ces valeurs-là. Et donc pendant 3 romans, le mec se prend la tête. Mais à cause de Lucas, ces romans ne sont pas canons, alors que c'est super intéressant. Ne pas oublier aussi, comme tu l'as précisé, donc les films où ils ont sous-entendu certaines choses, des romans. Mais faut pas oublier les séries aussi. Les séries même qui sont aujourd'hui que vous trouvez sur Disney+, ils ont abordé des choses de The Mandalorian par exemple. Quand on voit qu'ils parlent de la Nouvelle République ou je ne sais pas quoi, qui dans les romans a été fondé par Luke Skywalker. Mais malheureusement, ça, on verra jamais en live action. Mais c'est juste cité. Donc, pour faire un parallèle. Donc, je trouve dommage d'un côté, parce que je pense qu'il y a tellement de belles choses à explorer. Et juste à cause de Lucas, voilà. Donc je me dis on peut faire quelque chose avec une saga, on peut l'embellir et compagnie, mais non juste parce que un monsieur a dit non, voilà, on en est là aujourd'hui. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire donc déjà vous ce que vous en pensez de cette news concernant Vador. Est-ce que c'est quelque chose lequel vous auriez plu, de la franchise Star Wars à l'heure actuelle. Pour rappeler aussi, il y avait dans l'épisode 9 que moi j'ai beaucoup apprécié, que certaines personnes n'ont pas forcément aimé, mais dans tous les cas, il fallait, je voulais juste fermer cette parenthèse là concernant en fait les références qu'il y a eu, notamment pour une espèce de, vous voyez, de pyramide qu'ils cherchaient pour localiser des choses comme ça, qu'on a vu dans l'épisode 9 et qui était déjà en fait dans Star Wars Rebels, que je suis en train de regarder d'ailleurs, où ils ont découvert un temple site où il y avait ce genre de choses pour libérer même un pouvoir, un grand pouvoir. Et donc voilà, c'est pour ça que des fois, canon, pas canon, y aura-t-il un jour une adaptation
de ce que vous appréciez. Par exemple, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit Old Republic, des trucs comme ça, même de jeux vidéo, de ce genre. Et juste un certain monsieur Lucas qui disait non, c'est pas canon, donc on fera jamais ça. Et puis donc ça a été vendu comme ceci aussi, revendu dans le cas Disney. Puis Disney, faut croire que il respecte ce truc. Donc finalement, Star Wars n'est-il pas mort déjà maintenant? Voilà. Dans tous les cas, cette émission est terminée. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour donc la 51e. Oui, c'était la 50e ce soir. Merci encore de tout votre soutien. À la semaine prochaine. Prenez soin de vos proches, mais surtout, prenez soin de vous. Bisous!